n'étais pas encore majeur. À l'époque, pour être majeur, il faut avoir 21 ans. Je n'avais pas encore 21 ans. Maintenant, à 18 ans, on est majeur. Je n'avais pas encore 18 ans. On était encore adolescent. On n'avait pas conscience de la tâche qui nous attendait et ce que cela signifiait pour nous de nous prendre nous-mêmes, de prendre en nous-mêmes en charge notre destin. On était beaucoup plus des spectateurs du jeu politique que des acteurs du jeu politique que nous sommes devenus, même si aujourd'hui nous sommes retraités du champ politique. On n'avait pas conscience de tous les enjeux de l'indépendance. On était pris par l'euphorie, la joie de dire que nous sommes souverains sans mesurer tout ce que cela impliquait comme engagement, comme travail pour assurer pleinement notre souveraineté et ne pas tendre la main aux autres pour continuer à vivre décemment. Donc ce qui veut dire que la conscience n'était pas encore aiguisée. Je venais à peine d'entrer au collège, c'est à partir de 1976-68 que j'ai commencé réellement à militer et à prendre conscience de la situation réelle de mon pays, parce que l'indépendance s'assume. Il y avait cette effervescence, puisque d'habitude c'était le 14 juillet que nous fêtions. À partir de 1960, les défilés à Porte-Nouveau, à l'époque du palais, du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le palais des gouverneurs, on sentait qu'il y avait des manifestations de réjouissance populaire et l'expression qui était en vogue à l'époque, qui imitait ou héritait des Togolais, c'est Ablodé Badja. Cela signifiait que nous nous prenions nous-mêmes en charge sans mesurer tout ce que cela impliquait pour nous en tant qu'engagement. Ce qui voudra dire que nous n'allons plus tendre la main ou nous n'allons plus attendre l'assistance de la France pour pourvoir à nos besoins. Ce n'est pas notre travail que nous devons pouvoir y arriver. Cela aussi, c'est une responsabilité. C'est nous qui devons choisir nos gouvernants qui ne seront plus imposés, puisqu'avant, c'était le gouverneur que nous n'avons pas élu qui gérait la colonie en tenant compte des intérêts du colonisateur qui était la France. Or, désormais, c'est un président que nous avons élu qui doit travailler pour préserver la paix, la stabilité, la prospérité collective. Mais cet engagement, dans l'euphorie de l'indépendance, on ne la mesurait pas trop, parce que cela signifiait que nous nous mettions résolument au travail. Je crois qu'il faudrait se poser la question de coup d'État. Parce que je me souviens qu'à Porte-Nouveau, puisque j'étais à Porte-Nouveau, la capitale, le premier coup d'État a eu lieu le 28 octobre 1963. Et c'est parce qu'il y avait l'affaire Boïki, un député qui aurait participé à l'assassinat d'un citoyen. Et il y avait les manifestations à Porte-Nouveau, ce qu'on appelait Bikhoma. Et on criait « armée au pouvoir, armée au pouvoir, armée au pouvoir, armée au pouvoir ». Et l'armée n'était pas préparée, n'était pas prête à prendre le pouvoir, mais c'est à la demande populaire que l'armée a pris le pouvoir. Et 3 mois après, une nouvelle constitution a été adoptée. L'armée s'était retirée du pouvoir, l'armée est revenue après encore un autre coup d'État. Déjà en novembre 1965, mais Kogaku Taïrou, qui était le président de l'Assemblée nationale, est devenu chef de l'État, étant donné que le président de la République a été écarté. Aoumadegbe, président du Conseil, qui avait pris le pouvoir, a été écarté. Mais, quelques temps après, en décembre, le général Soglo est revenu cette fois-ci au pouvoir et était décidé à y rester puisqu'il a été renversé à son tour 2 ans plus tard par les jeunes cadres de l'armée. Je disais que l'armée était décidée à rester, puisque en décembre 1965, le colonel Philippe Paro, ministre de l'Intérieur, lors d'un meeting à Porte-Nouveau, avait dit en Fongbé que le pouvoir est comme le sein d'une femme. Dès qu'on se met à le téter, il est si doux qu'on n'a pas envie de le lâcher. Pour montrer que quand l'armée prend le pouvoir, l'armée n'a pas envie de le lâcher. On peut se demander pourquoi est-ce que l'armée était intervenue massivement dans le champ politique 3 ans à peine après notre indépendance. Je crois qu'il faudrait tenir compte du phénomène de l'exclusion qu'on a observé durant cette période
qu'on pourrait caractériser comme la démocratie du tiers exclu. Vous avez d'abord une première coalition en 60 entre Apiti et Baga. Coalition qui a donné naissance au parti Dahomey de l'Unité, qui a écarté le président de l'UDD, Union démocratique dahoméenne, de Justin Aoumanegbe Tometi, qui a été emprisonné. Il y a déjà une frustration. Ce qui veut dire que l'opposition n'était plus acceptée parce qu'à l'époque, on pensait que pour le développement du pays, il fallait le monolithisme, à savoir un parti unique. Toutes les énergies doivent se mobiliser pour travailler pour la construction du nouvel État. Donc il ne fallait pas accepter la diversité, il ne fallait pas accepter l'opposition. Ce qui veut dire que ce coup d'État a permis de sortir de prison à Aoumanegbe, mais qui, avec Apiti, a recommencé la démocratie du tiers exclu, puisqu'il y a eu la coalition. Apiti, Aoumanegbe, avec le Parti démocratique Dahomey, Wologede, qui écartait Maga, qui avait été aussi emprisonné dans les parages de Boycon, ce qui naturellement crée des frustrations, puisque nos frères du Nord se sont sentis exclus du jeu politique. Là également, il y a eu coup d'État. Quand les jeunes cadres ont pris le pouvoir et qu'ils ont traduit ça après en 68 au président Zissou, le président Zissou a écarté les anciens responsables du jeu politique, Aoumanegbe, Apiti, Maga. Ça a donné naissance également à des frustrations. Coup d'État. Les militaires ont pensé régler le problème en créant le conseil présidentiel pour réunir les trois présidents pendant au moins 6 ans, étant donné que le processus d'élection boycotté par les anciens présidents n'a pas permis d'avoir un président démocratiquement élu. Et avec le conseil présidentiel, chacun devait faire son tour 2 ans. Maga du 7 mai 1970 au 7 mai 1972. Aoumanegbe du 7 mai 1972 au 7 mai 1974. Apiti du 7 mai 1974 au 7 mai 1976. Donc il y aura des élections en 1976. Et je me souviens à l'époque, quand on posait la question au président Apiti sur sa succession prochaine, c'était dans les années 71 ou début 72, il disait que 1976 c'est encore bien loin. Il avait raison, puisque le 26 octobre 1972, les militaires vont chasser du pouvoir le conseil présidentiel en renversant Aoumanegbe. Et pour une fois, on aura un gouvernement composé exclusivement de militaires, avec le gouvernement militaire révolutionnaire qui va s'ouvrir après le 30 novembre à des civils, mais c'était un pouvoir militaire qui n'a pu partir qu'avec la conférence nationale souveraine de février 1990, puisque le monolithisme instauré par le Parti de la Révolution populaire du Bénin a entraîné la faillite économique, étant donné que les salaires ne pouvaient même plus être payés et le pays était mobilisé. Et là, ce n'est pas un coup d'État qui a fait partie le régime révolutionnaire, mais c'est la mobilisation des citoyens, les grèves déclenchées par les syndicats pour paralyser la vie politique et l'engagement politique du Parti communiste Dahomey, devenu Parti communiste du Bénin, qui passe la mobilisation et qui prend des sacrifices de ces militants, certains ayant été emprisonnés, ont poussé la population à s'organiser, à se mobiliser pour obtenir le départ du pouvoir du régime militaire. J'ai regretté que les communistes n'aient pas pu prendre part à la conférence nationale et qui n'aient pas accepté non plus de participer, ou plutôt qu'ils aient conditionné leur participation au gouvernement du président Soglo, au déplacement du ministre de l'Intérieur Bégan, alors que ce n'est pas les communistes qui forment le gouvernement, c'est le président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui avait cette charge. Mais il pensait récompenser les communistes pour leur contribution à l'avènement du renouveau démocratique. Et vous verrez que depuis 1990, puisque l'opposition est devenue officielle, nous avons non plus l'alternance par les armes, mais l'alternance par les unes. Déjà en 91,
Kérékou, candidat à sa procession, puisqu'il était le chef de l'État de la transition, même si le chef du gouvernement, le Premier ministre, était Nicéphore Dieudonné Sougoulou, qui était candidat contre lui. Kérékou ayant perdu les élections, à la demande ou dans son silence, il avait été interpellé par M. de Souza, président du Présidium de la Conférence nationale et président du Haut Conseil de la République. Non seulement il a fini par accepter sa défaite, mais il est venu au PLM pour la passation de charges qui a eu lieu le 4 ou le 6 avril. Le 1er avril qui était prévu n'a pas pu être respecté compte tenu de l'état de santé du nouveau président élu. Il est venu au PLM à Radio faire la transmission de charges avant que le président Soglo le prête serment. En 1996, le président Soglo, du gouvernement duquel je faisais partie, a été battu. Il est parti. La vie a continué. Kérékou est venu par les unes à nouveau. Il a fait ses 2 mandats. Il est parti. Yahi Boni est arrivé. Il a fait ses 2 mandats. Il est parti. Le président Talon est arrivé. Il a fait ses 2 mandats. Et comme il a mis dans la Constitution, alors que c'était écrit auparavant que nul ne peut faire plus de 2 mandats, par la révision de 2019, je crois qu'il a ajouté un élément essentiel, nul de sa vie. Ce qui suppose que même si on modifiait la Constitution ou si on adoptait une nouvelle Constitution, comme on l'a observé dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, où l'adoption d'une nouvelle Constitution a permis de remettre le compteur à zéro, lorsque vous adoptez une nouvelle Constitution, vous ne changez pas votre vie. Étant donné que dans votre vie, vous avez déjà fait 2 mandats, selon les termes de la Constitution révisée en 2019, nul au Bénin ne peut plus faire de 2 mandats, puisqu'il a bien dit nul de sa vie ne peut plus faire plus de 2 mandats. Et vous constatez que le fait que l'opposition ait un statut officiel, le fait que les élections soient crédibles, transparentes, inclusives, fait que l'alternance joue. Et nous avons un statut des anciens présidents de la République qui leur garantit la sécurité et le bien-être, une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, compte tenu de la mission qu'ils ont eu à accomplir au niveau de l'État. Je crois qu'avec ces paramètres, nous pouvons constater que nous avons connu une période d'instabilité qui n'a pas permis le développement social, économique et politique du pays jusqu'en 1990, puisque nous avions des séries de coups d'État et une stabilité, mais qui était fondée sur le monolithisme. Depuis 1990, c'est le pluralisme. Il faut simplement regretter qu'il n'y ait pas de parti suffisamment fort pour porter des projets de société, puisque chaque président élu crée sa coalition, telle que le président Soglo avec la recette du Bénin, mais une fois qu'il n'est plus à faire, ça se dilate. Donc le projet ne peut pas être porté pour continuer, même si Soglo n'est plus à la tête de l'État, mais au moins son programme à travers son parti continue. Quand le président Kérékou est arrivé, il n'avait pas de parti non plus. Ils ont créé autour de lui l'Union du Bénin du futur, mais une fois qu'il n'est plus aux affaires, ce parti s'est disloqué, les mêmes militants ou certains de ces militants sont retrouvés autour du président Yahi Boni avec Foscori pour un Bénin émergent. Une fois que le président Yahi Boni n'était plus aux affaires, vous avez vu les difficultés avec FCBE qui a donné naissance à la création des démocrates. Or, si on avait des partis suffisamment structurés comme dans les pays développés, vous voyez, aux États-Unis par exemple, il est vrai, ils ont 2 siècles d'histoire, nous n'avons pas même pas encore un siècle. C'est les démocrates ou c'est les républicains. Le candidat est toujours vu de l'un de ces 2 grands partis. En Grande-Bretagne, c'est les conservateurs ou les travaillistes. Avant, c'était les conservateurs et les libéraux. Ce qui veut dire que les hommes changent, mais le programme demeure et la continuité permet d'atteindre les objectifs que le parti s'est fixé. Et ces partis sont structurés autour d'idéologies. Alors que nous construisons nos partis autour des individus qui sont en même temps les financiers du parti et les membres ne sont pas des militants et ils sont là comme des ouvriers pour aider celui qui est aux affaires, celui qui veut aller aux affaires, d'accéder aux affaires. Et une fois qu'il est aux affaires, bon, ils sont oubliés ou alors ils vont proposer leur service à d'autres une fois que celui-ci ne sera plus aux affaires parce qu'ils n'ont pas la culture de militants et parce que nos partis ne contribuent pas à l'éducation de leurs militants pour qu'ils s'approprient les règles de fonctionnement d'une démocratie et les exigences également d'une démocratie. Évidemment, nous n'avons que 104 ans d'indépendance. Il y a une prise de conscience qui est en train de naître
Et je pense que nous aussi, nous finirons par remplir ces conditions. Il sera une garantie pour la stabilité de notre pays, stabilité qui doit permettre le bien-être, le développement, à savoir garantir le pain et la liberté aux citoyens. En gros, l'image que j'ai de cette indépendance qui pour nous est un appel à la responsabilité et à l'engagement. Certes, nous allons nous réjouir le 1er août, mais nous devons résolument nous remettre au travail pour créer les conditions d'une vie meilleure pour que nous nous sentions libres, à l'aise dans notre propre pays. C'est cela en réalité la souveraineté. La liberté n'a pas de prix. C'était la France qui décidait pour nous. Il y avait quelques intellectuels qui avaient la citoyenneté, qui pouvaient voter. Mais l'immense majorité des Dahoméens n'avaient pas droit au chapitre. Or, si je suis indépendant, je dois pouvoir dire les conditions que j'exige pour me sentir à l'aise et j'exprime ce choix par mon bulletin de vote pour que celui qui a aux affaires tienne compte de mes préoccupations. Et en cela déjà, l'indépendance est très formidable, même si nous sommes dans la misère, nous avons au moins la liberté et notre dignité. Nous avons la possibilité de choisir notre avenir et de prendre notre destin à main plutôt que d'être sous la coupe de quelqu'un qui en réalité exploite nos ressources pour s'enrichir, pour se développer, en nous laissant jeter dans la misère. Je crois que vous êtes né d'une famille. Je n'ai pas le sentiment que jusqu'à 40 ans, vous devez toujours être à l'aise en vous sentant sous la coupe de vos parents qui prendront en charge vos besoins. Vous aussi, vous voulez réussir votre vie, accomplir votre vie et donner naissance à des enfants qui aussi vont grandir pour aller fonder aussi leur foyer, reprendre leur liberté. L'indépendance, c'est prendre en charge son propre destin et la liberté surtout qui me paraît fondamentale. Quand on est colonisé, on est des sujets. Quand on est indépendant, on est des citoyens. Je préfère être citoyen que sujet.